Bonjour. La légende raconte que cette découverte a eu lieu il y a de nombreux siècles avant notre ère, en Grèce antique, et c'était un berger nommé Magnès qui se baladait sur la plage avec des sandales, et à un moment donné, il s'est rendu compte que ces sandales est collées au sol par une sorte de colle imaginaire. Alors il a commencé à creuser pour comprendre d'où venait cette colle virtuelle qu'il ne voyait pas, et il est tombé sur cette pierre. Cette pierre, on l'appelle de la magnétite, et c'était la première découverte de ce qu'on appelle un aimant naturel, c'est-à-dire une pierre qui est capable d'attirer les métaux. Et à cette époque-là, la découverte de Magnès n'avait absolument aucune utilité. Une pierre qui colle au clou de sa sandale, ça servait absolument à rien. Et on lui a donné quelques pouvoirs mystiques, évidemment, mais ça n'avait pas beaucoup plus d'usage. Jusqu'à ce que, de nombreux siècles plus tard, quelques siècles après le début de notre ère, en Chine, on invente la boussole. On avait repris la magnétite, on l'avait formée sous forme d'aiguille, puis posée sur un bol d'eau, et ça pouvait indiquer le nord. Alors au début, on lui a attribué, on l'a utilisé pour la divination, mais c'est vite venu révolutionner le monde de la navigation, ainsi que qu'un autre monde, et celui-là il ne le savait pas encore, mais aussi l'apparence de nos frigos. Et donc ça, en fait, c'était le début du magnétisme. À partir d'une pierre qui semblait complètement inutile, ça a émerveillé les gens, et puis ils ont été très curieux de savoir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que c'est le magnétisme, est-ce qu'on peut le reproduire, est-ce qu'on peut le contrôler, est-ce que tout peut devenir magnétique. Et donc à partir de cette excitation intellectuelle de la découverte de l'inconnu, des générations et des générations de personnes ont développé toutes les connaissances que l'on a sur le magnétisme. Et aujourd'hui, grâce à eux, notre monde serait vraiment très différent si on n'avait pas le magnétisme. Je suis sûre que vous le savez, mais en voici quelques exemples. Aujourd'hui, tous nos haut-parleurs, les micros, ont un aimant dans leur membrane vibrante. Tous les disques durs, également, utilisent des propriétés magnétiques, mais aussi les trains à lévitation magnétique, les plaques à induction, et la prochaine, c'est probablement l'invention la plus importante, mais de quoi ramasser les boules de pétanque. Mais aussi toutes les bandes magnétiques des cartes bancaires, tous les moteurs électriques, qui se basent aussi sur du magnétisme, de l'induction en particulier, dans les déchetteries, pour déplacer des éléments lourds métalliques. Et il y en a une liste très très longue. Mais mon application préférée à moi du magnétisme, mon petit chouchou à moi, c'est l'IRM. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique, et c'est un scanner d'hôpital que vous connaissez peut-être. Si jamais vous avez déjà fait un examen, vous savez qu'on vous demande d'enlever tous vos bijoux. Et une des raisons à ça, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'est parce que l'IRM, en fait, c'est un énorme aimant, entre autres choses. Et on utilise les propriétés magnétiques de notre corps pour être capable d'imager l'intérieur du corps humain. Et donc, finalement, à partir de cette pierre qui était complètement inutile, qui n'avait aucun intérêt, et de toute la curiosité des personnes qui s'y sont intéressées, qui n'avaient absolument aucun but pratique, qui n'avaient aucune envie de chercher une utilité à comprendre le magnétisme, mais c'est devenu utile par la suite, et ça nous a donné de nombreuses inventions. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, de l'utilité des recherches qui semblent inutiles. Alors, avec l'exemple que je viens de vous donner, on s'entend que c'est assez facile. J'ai pris un champ tellement vaste, le magnétisme, c'est sûr qu'on allait trouver qu'on allait trouver un exemple d'utilité au magnétisme. Et on pourrait se dire que, finalement, des recherches inutiles, il y en a plein. C'est juste que comme elles étaient inutiles, elles sont tombées dans l'oubli. Ce serait assez logique. Eh bien, je vais vous donner un autre exemple qui est tiré de mes propres recherches, donc un exemple de recherche inutile. Parce qu'avant de faire ce que je fais aujourd'hui, je faisais de la recherche académique. Alors aujourd'hui, j'en fais plus. Aujourd'hui, je fais de la vulgarisation scientifique, comme avec vous en ce moment, ou sur ma chaîne YouTube Syllabus. Et un de mes sujets qui m'intéresse beaucoup, c'est de parler de plein de sujets qui semblent inutiles, encore une fois, comme le son que fait le café quand on tape dessus avec une cuillère, qui évolue dans le temps. La physique des poils mouillés, pourquoi est-ce qu'on a de la fourrure autour des capuches, pourquoi est-ce que les ourlets rebiquent, ou encore pourquoi les ouvertures faciles ne sont pas faciles. Et tous ces sujets-là, tous se basent sur des recherches scientifiques, académiques, sérieuses. Donc,
peut-être que ma propension à aimer ce qui semble inutile, encore une fois, c'est parce que j'ai donc moi aussi produit mon lot de recherches inutiles. Je vais donc vous parler du projet Maurice. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, c'était dans un laboratoire de nanorobotique. Je venais juste d'arriver, c'était il y a 10 ans. Et dans ce laboratoire, comme dans la grande majorité des laboratoires, la science est un peu tentaculaire, dans le sens où on a un thème principal, et puis ce thème se décline sous la forme de plein de petits projets qui répondent à ce thème-là. Donc nous, notre thème à nous, c'était de guider magnétiquement des robots dans le corps humain. Alors ce qu'on appelle robot, ne faut pas s'imaginer un humanoïde, ça peut être quelque chose de très simple. Un robot, c'est juste quelque chose de tangible que l'on peut diriger. C'est ça un robot pour nous, donc ça peut être très simple. Et l'idée avec ça, c'est que si on arrive à avoir un robot qu'on peut amener où on veut dans le corps humain, il n'y a plus qu'à lui attacher un sac à dos de médicaments et puis on va pouvoir aller guérir des tumeurs, des cancers à des endroits très localisés. Ça, c'est toute l'idée du laboratoire où je travaillais et ça se déclinait en plein de projets différents. Donc un des projets, c'était le mien, c'était mon principal, le projet cathéter. Donc les cathéters, c'est des longs tubes de plastique qu'on met dans les vaisseaux sanguins. Moi, mon projet, c'était de développer un petit embout qui permettait de contrôler l'embout du cathéter en 3 dimensions. Un autre projet, le projet particules, c'était des nanoparticules, donc vraiment minuscules, qui avaient à l'intérieur du magnétisme, des particules magnétiques et du médicament. Donc comme ça, on pouvait amener les particules dans le corps humain. Et le dernier, le projet bactéries, du moins le dernier que je vous présente, où ce sont des bactéries, donc elles qui ont des flagelles, donc qui leur permettent de se déplacer toutes seules, puis on lui accrochait encore une fois des médicaments pour les déplacer. Donc vous voyez, on a un thème général, mais ça se décline sous plein de robots différents. Et un jour, ça faisait 6 mois que j'étais dans le laboratoire, et mon directeur me convoque dans son bureau. Puis là, il commence à me parler, et je comprends qu'il veut ouvrir une nouvelle tentacule à son projet, à son thème. Il veut faire quelque chose de nouveau, et il me donne 2 semaines pour le faire. Et ce qu'il me dit, c'est qu'il voudrait que je conçoive un robot guidé magnétiquement avec des cils. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et comme j'étais à mes tout débuts en recherche, j'avais aucune idée de comment conduire une expérience. Donc on a fait ça avec un postdoctorant du laboratoire, bien plus expérimenté que moi, qui est depuis devenu professeur d'université d'ailleurs. Et avec 2 semaines devant nous pour inventer ce que ça allait être un robot avec des cils, conduire une expérience et publier un article, il fallait aller au plus simple, mettons. Donc on est allé au plus simple. Et notre robot à nous, c'était une simple bille de métal. Et notre interprétation de ce que ça allait être les cils, ça a été une feuille de plastique qu'on a collée à la bille de métal. Et on a mis le tout dans un aquarium parce qu'on a l'habitude de travailler dans les vaisseaux sanguins, donc c'est a priori un milieu liquide. Et puis évidemment, quand on met une bille de métal dans un aquarium, ça coule. Donc on a résolu ce problème simplement en rajoutant une bille de polystyrène. Alors ce que vous voyez ici, c'est le fameux robot, mais vu de dessus. Donc vous avez le cil, qui est donc une espèce de queue, avec la bille qui est cachée sous un petit morceau de polystyrène. Et comme ça commençait vraiment à ressembler à un poisson, on a dessiné 2 petits yeux. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom du projet Maurice, parce que Maurice, ça fait référence à une publicité d'il y a 15-20 ans en France, pour un petit garçon qui expliquait à ses parents que c'était son poisson rouge Maurice qui avait mangé toutes les mousses au chocolat. Et il disait « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice ». Donc si vous trouvez ça ridicule, vous avez raison. Cela dit, c'est assez courant quand on découvre une nouvelle espèce en science de s'inspirer de personnages réels ou de fiction. Vous avez par exemple le Otocinclus batmani, donc pour son signal Batman au niveau de la queue, ou le Aleoides shakirae pour ses danses du ventre, ou encore le Spongiforma squarepensy pour Bob l'éponge, qui en anglais se dit SpongeBob SquarePants. Alors nous, ce n'est pas vraiment une nouvelle espèce, on avait inventé un petit robot, mais ça nous amusait, c'était ça le principal. Donc on a un robot. Et ce robot, il faut arriver à le déplacer, parce que c'est toute l'idée, c'est qu'il faut arriver à le déplacer magnétiquement. Nous, le magnétisme, on avait un IRM, donc l'appareil d'imagerie dont je vous parlais, et il était juste à nous. Il n'y avait aucun patient qui allait dans l'IRM. Et donc, dans le laboratoire, on avait pour habitude, avec les informaticiens, de recoder l'IRM et de l'ajuster pour nos besoins à nous. Il se trouve que les propriétés magnétiques de l'IRM, nous, on arrivait à appliquer une force magnétique dans toutes les directions de l'espace, et donc on pouvait utiliser ça.
Donc c'est ce qu'on a fait avec notre petit poisson Maurice. On le mettait dans un bocal, puis on appliquait une force magnétique dans un sens grâce à l'IRM, donc ça le déviait. Et puis après, on appliquait une force magnétique dans l'autre sens, donc ça le déviait à nouveau dans l'autre sens. Et petit à petit, on arrivait à faire nager notre petit poisson. Et voici donc, en chair et en os, ou plutôt en métal et en plastique, Maurice. Donc ce que vous voyez là, c'est donc notre petit poisson qui est dans son aquarium, et l'aquarium lui-même est à l'intérieur d'un IRM. Et on utilise une caméra pour voir ce qu'on voit en ce moment, non pas les propriétés d'imagerie d'IRM, vraiment juste une caméra. Et c'est une caméra très spéciale parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle caméra dans un IRM à cause justement du magnétisme, et d'où la qualité qui n'est pas dans les standards d'aujourd'hui. Et donc on avait notre petit poisson fonctionnel, il nageait, mais maintenant il fallait l'étudier, il fallait qu'est-ce qui marche le mieux, comment est-ce qu'on le fait nager, etc. Donc on a fait plein de petits Maurice, et certains qui nagent vite, certains qui nagent lentement. On a changé la fréquence du magnétisme, on a changé la longueur de la queue, on a changé le type, etc. Et puis au bout de 2 semaines, on a enfin publié notre premier article. Et puis le projet a continué pendant quelques mois encore. Moi j'étais retournée à mon projet principal. Et puis ça s'est arrêté là. C'est tout. Ça s'est fini, pour ainsi dire, en queue de poisson, si vous me permettez. Et en fait, on avait une preuve de concept, dans le sens où on avait réussi à faire nager quelque chose. On s'entend qu'il y avait encore énormément d'étapes pour arriver à le rendre fonctionnel dans un corps humain. Mais ça s'est arrêté. La raison à ça, je l'ignore, mais j'imagine que le laboratoire a jugé que les autres tentacules, les autres projets avaient plus d'avenir, et ils ont réalloué les ressources à d'autres projets, tout simplement. Alors avec une fin pareille, est-ce que le projet Maurice était utile? Alors vous connaissez déjà mon point de vue là-dessus, puisque je vous l'ai dit au tout début, mais moi je pense que oui, toutes les recherches ont une utilité, et on peut en trouver plusieurs des utilités. La première, qui est selon moi valide pour vraiment absolument toutes les recherches, c'est une utilité qui est un peu indirecte. Quand on regarde l'histoire des sciences, on se rend bien compte qu'on est complètement aveugle, on y va à tâtons. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va déboucher, qu'est-ce qu'on peut découvrir. Donc, comme on ne peut pas prédire ce qu'on peut découvrir, on essaye tout un tas de tentatives. Et donc, en essayant une voie, on découvre qu'elle ne fonctionne pas ou qu'elle n'a pas d'avenir, mais c'est une information super importante, c'est super d'avoir un résultat négatif parce que ça nous permet de nous rediriger ailleurs. Et à force de nous rediriger ailleurs, on va bien trouver une méthode qui fonctionne. Et donc ça fait partie finalement du processus de la science, et toutes les tentatives font partie d'un tout. Donc souvent on parle des dernières recherches qui ont abouti, mais on oublie toutes les tentatives avant qui ont échoué, mais qui font partie de ce processus-là. Et donc dans le laboratoire, aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, tous les autres projets ont été arrêtés ou mis en stand-by, et c'est uniquement le projet bactéries qui fonctionne encore, parce que toutes les ressources ont été allouées à ce projet-là, et ils sont en train de faire des essais, et si ça se trouve, dans quelques années, ce projet-là, on le verra sur le marché, c'est tout le mal que je leur souhaite. Donc ça, c'est une des premières utilités de toutes les recherches. Ça fait partie du processus de la science. Tous les autres projets, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas bien, mais ils étaient dans le processus de développer le projet bactérie. La deuxième utilité, c'est une utilité qui est potentiellement directe, mais directe, peut-être pas aujourd'hui, parce que nous, on est enfermés dans une bulle spatio-temporelle, on n'a aucune idée, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc, dans la mesure où on ne sait pas si une recherche peut devenir utile, il serait complètement prétentieux de notre part de jauger de l'utilité d'une science. Donc, il faut réserver notre jugement et justement ne pas dire si une recherche est utile ou pas. Puis il y a un autre phénomène qui est non seulement on ne peut pas voir l'avenir, mais en plus de nombreuses technologies qui apparaissent, le sont grâce à la concordance de nombreuses recherches. Si on prend l'exemple de l'IRM, mon petit favori. L'IRM, c'est le résultat de travaux en magnétisme, en supraconductivité, en mathématiques, en thermique, en informatique, en structure de l'atome, et j'en passe. Mais ça se trouve, prises individuellement, toutes ces avancées-là n'avaient pas forcément d'utilité pratico-pratique, mais rassemblées ensemble dans l'IRM, là c'est devenu particulièrement utile. Et finalement, l'essence même de dire que quelque chose est utile ou inutile n'a pas forcément de sens, et je préfère cette appellation-là qui est
séparer les sciences en sciences appliquées et sciences pas encore appliquées, qui est une formulation de George Porter, qui est un chimiste nobelisé. Et j'apprécie beaucoup cette formulation-là, parce que je pense que vraiment toutes les recherches ont une utilité ou en auront une un jour. Puis il y a une dernière utilité que j'aime beaucoup, qui est une utilité plus pédagogique. Moi, Maurice, aujourd'hui, il me permet d'être face à vous pour vous parler de l'activité principale des chercheurs, qui est de chercher, de trouver, de tenter des choses, finalement, de tenter des choses. C'est ça le vrai travail d'un chercheur. Et grâce à Maurice, eh bien, je peux vous en parler et ça, ça c'est utile. Merci à tous.